Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Ici, Le Mans, où nous allons suivre cet après-midi en 2 ou 3 interventions selon la durée de ce Grand Prix et l'heure d'arrivée du Tour de France cycliste, de l'étape du jour en tout cas, le Grand Prix de l'Automobile Club de France comptant pour le championnat du monde des conducteurs en Formule 1. Si vous avez l'habitude, alors que l'on pousse la voiture de Guy Ligier numéro 16, voiture bleue avec le pilote dans le cockpit, si vous avez l'habitude de suivre les images qui viennent du Mans, vous avez dû voir sans doute que dans les gradins, eh bien, il n'y a pas la foule habituelle que l'on peut attendre au Mans. La voiture numéro 8, c'est l'Eagle que Bruce McLaren va conduire maintenant. Les voitures sont parties pour un tour de reconnaissance qu'elles vont faire sur le circuit Bugatti. Il faut dire que le circuit Bugatti, qui développe 4 km 422, est inscrit dans le grand circuit des 24 heures du Mans. Voiture numéro 12, c'est Joachim Rindt sur Cooper Maserati, que vous venez de voir partir. Que ce circuit Bugatti est inscrit dans le grand circuit du Mans, qui, je vous le rappelle, développe plutôt plus de 13 km. Seifert, Cooper Maserati numéro 18, reconnaissable aux 2 traces blanches qui ornent son casque. Seifert qui porte naturellement, puisqu'il est suisse, les couleurs helvétiques. Le Grand Prix de l'Automobile Club de France est le 5e de l'année, après les Grands Prix d'Afrique du Sud, qui a été disputé à l'aube de l'année, dans les premiers jours de 1967. Il a été suivi, ce Grand Prix d'Afrique du Sud, par les Grands Prix de Monaco, de Hollande, de Belgique, et aujourd'hui par le Grand Prix de l'Automobile Club de France. Détail symptomatique de la saison en Formule 1 pour le championnat du monde des conducteurs, c'est que les 4 Grands Prix qui ont précédé celui que nous allons suivre, alors que nous découvrons avec les caméras d'Henri Carrier ce circuit Bugatti, inscrit dans le grand circuit du Mans, je vous disais que ces 4 Grands Prix qui ont précédé le Grand Prix de l'Automobile Club de France n'ont pas été remportés 2 fois par le même pilote. C'est Dan Gurney que nous allons passer. Gurney qui a gagné il n'y a pas si longtemps, il y a une quinzaine de jours, les 24 heures du Mans, ici, avec Foyt, vous vous en souvenez. Numéro 17, c'est Bob Anderson sur une Brabham, une voiture qui apparemment n'a pas beaucoup de chance. Donc, détail symptomatique, championnat du monde des conducteurs très ouvert. Ici, au Mans, ce pourrait être le tournant de la saison où nous allons voir passer avec son casque à chevron Graham Hill qui a réalisé le meilleur temps des essais, Graham Hill qui est sur une Lotus Ford numéro 7. C'est donc aujourd'hui peut-être une confirmation que plusieurs voitures et plusieurs pilotes sont venus chercher. Je pense surtout aux voitures modernes, aux voitures qui répondent tout à fait à l'esprit de la nouvelle réglementation de la Formule 1 qui a été portée il y a maintenant plus d'1 an et demi à 3 litres, et ces voitures ce sont les Eagle Westlake que pilotent Gurney et Bruce McLaren, ce sont aussi et surtout depuis Zandvoort plutôt, les Lotus Ford qui ont fait brillamment leur entrée et qui vont donner, encore une fois sans doute, à Jim Clark et à Graham Hill, les 2 coéquipiers de chez Lotus, une chance certaine de briller. Rappelons que Graham Hill a réalisé ici le meilleur temps sur le circuit Bugatti. Voici les temps qui ont été réalisés au cours des 2 séances d'essai de vendredi et samedi. Le meilleur temps, Graham Hill, Lotus numéro 7, 1 minute 36 secondes de dixième pour 4 km 422, moyenne 165 km 480. C'est un record absolu qui est établi puisque c'est la première fois que des Formule 1 tournent sur le circuit Bugatti. Deuxième temps, Jack Brabham, champion du monde sortant sur Repco Brabham, 1 minute 36 secondes 3 dixièmes, donc à 1 dixième de seconde de Graham Hill. Brabham comme Hill seront sur la première ligne avec Dan Gurney sur l'Eagle Westlake qui a réalisé lui 1 minute 37 secondes, donc à 8 dixièmes de seconde de Hill et à 7 dixièmes de Brabham. Moyenne de Gurney, 164 km 115. Les voici d'ailleurs. Voiture numéro 3, c'est la Repco Brabham de Jack Brabham. À la droite de Jack Brabham, alors que nous voyons passer maintenant la Cooper Maserati de Joachim Rindt, nous allons rentrer avec la caméra chef sans doute, caméra de Henri Carrier, qui fixe maintenant la Repco Brabham de Jack Brabham, à tout seigneur, tout honneur. Jack Brabham, ne l'oublions pas, est champion du monde sortant. Voici Graham Hill avec son casque très reconnaissable. Derrière, c'est la voiture de Jim Clark, numéro 6. Voiture numéro 8, c'est l'Eagle
que conduit pour la première fois pour un Grand Prix Bruce McLaren. Et je vous donne dans la suite et dans la foulée, car si les positions sur la grille de départ sont très importantes, elles ne sont quand même pas déterminantes. Je vous les donne donc dans l'ordre, en vous rappelant les précédents: Hill, Brabham, Gurney, Clark, McLaren, Hulme, Chris Amon, qui pilotera la seule Ferrari engagée ici au Mans, la deuxième Ferrari qui devait être pilotée par Scarfiotti est là, mais Lodovico Scarfiotti n'est pas là. Lodovico Scarfiotti traverse une crise morale, c'est du moins ainsi qu'ont jugé les directeurs de Ferrari, et Scarfiotti ne prendra pas le départ aujourd'hui. Après Amon, il y a Rink, Irwin, Stewart, Seifert, Spence, Rodriguez, Anderson et Ligier. Les voitures sont numérotées. Arrive maintenant sur l'emplacement initial de départ. Aux trois premières places, de gauche à droite, Graham Hill, Jack Brabham et Gurney. Derrière Clark et McLaren. Donc deux Lotus, deux Eagle Westlake, et ils sont partis. Les voitures sont encore sur le circuit des 24 heures du Mans, après la passerelle couronnée du pneu que vous connaissez bien sans doute. Elles vont aborder le virage de la Chapelle. Voici, les voitures quittent maintenant le grand circuit des 24 heures du Mans pour emprunter le circuit propre au Bugatti. Nous sommes donc maintenant sur le Bugatti, et c'est sur ce circuit de 4 km 422 que vont se jouer durant 80 tours, c'est-à-dire durant 353 km 760, ce Grand Prix de l'Automobile Club de France. Je vous rappelle au départ: Graham Hill, Jack Brabham, Dan Gurney, Jim Clark, Bruce McLaren, Denny Hulme, Chris Amon, Jock Emrin, Chris Irwin, Jackie Stewart, Seifert, Michael Spence, Pedro Rodriguez, Bob Anderson et Guy Ligier. Avec ces vues de l'hélicoptère, nous allons rejoindre maintenant les virages des stands. Voici le virage, sans doute, c'est un virage à gauche que les voitures prennent à toute vitesse, sans doute le passage le plus difficile sur le circuit. Et nous allons maintenant raccorder avec le circuit des 24 heures du Mans. Un virage à gauche maintenant, puis un virage à droite, et nous retombons à l'entrée des boxes sur le virage, sur la ligne droite des stands. La Ferrari de Chris Amon en troisième position, en tête Graham Hill, suivi par Dan Gurney. Graham Hill, Dan Gurney. Chris Amon est passé en quatrième position. Dans l'ordre, Graham Hill, Dan Gurney, Jack Brabham, Jim Clark, Chris Amon et Bruce McLaren qui pilote la deuxième Eagle. C'est un peu la répétition de ce que nous avons vu au cours des essais, c'est-à-dire que Graham Hill sur la nouvelle Lotus Ford a bouclé en tête le premier tour. C'est la répétition des Grands Prix précédents. Rappelons que Graham Hill avait pris le même tonitruant et très rapide départ et qu'il avait dû s'arrêter par deux fois, victime d'ennuis mécaniques, ce qui ne l'empêche pas de recommencer ici. Il faut dire que Graham Hill, c'est selon son expression d'ailleurs très personnelle, il nous a dit: j'ai envie de bouffer du lion, ce qui est d'ailleurs très drôle, je crois, et plein d'humour pour un Britannique. Voici en plein effort la nouvelle Lotus Ford. Il faut signaler aussi que ces Lotus Ford sont équipés aujourd'hui ici au Mans d'un tout nouveau moteur. Ce n'est pas le même moteur qui a été expérimenté à Zandvoort, alors que la Gurney attaque Graham Hill et me semble-t-il le passe. Le raccordement pour le deuxième tour sur le circuit des 24 heures. Il y a quelques surprises à l'entrée des boxes. Et en tête, c'est Jack Brabham, suivi de Graham Hill, Dan Gurney, Jim Clark, Chris Amon, Denny Hulme, Bruce McLaren, Jock Emrin. Voici donc les surprises. Au deuxième tour, c'est que Jack Brabham, qui était en troisième position, est passé à l'intérieur dans le virage de raccordement des boxes, alors que nous retrouvons les voitures à la Chapelle, et que je vous rappelle le classement très provisoire de ce Grand Prix de l'Automobile Club de France. En tête, Jack Brabham,
Graham Hill, Dan Gurney, Jim Clark, puis Bruce McLaren. On peut déjà remarquer qu'il y a dans les 6 voitures de tête, avec la Ferrari de Chris Amon, 2 Lotus Ford, 2 Eagle Westlake et 2 Repco Brabham, ce qui est très logique en fonction de l'esprit dans lequel ont été construits ces 3 monoplaces, ces 3 marques de monoplaces, qui préfigurent d'ailleurs et qui sont tout à fait dans l'esprit de la nouvelle formule. Jack Brabham, que l'on disait, du moins dans certains journaux fatigués, un peu las de la course automobile. Brabham a plus de 40 ans, on l'appelle ici un peu irrespectueusement le grand-père des courses. Et bien Jack Brabham prouve encore une fois qu'il est là, qu'il est bien là, et qu'il entend bien prouver que son ambition n'a subi aucune atteinte depuis l'année dernière. Pour le 3e tour, au raccordement dans la ligne droite des stands, toujours Jack Brabham, Graham Hill, Jim Clark et 2 Lotus Roux, puis Dan Gurney, Chris Amon et Denny Hulme. Viennent ensuite Joachim Rindt et Jackie Stewart sur BRM. Il faut signaler également que Jackie Stewart a préféré ici, pour ce circuit assez sinueux malgré tout, pour ce circuit Bugatti, a préféré partir avec une BRM 2 litres. C'est donc une voiture équipée d'un moteur 8 cylindres et qu'il a laissé son coéquipier habituel de chez BRM, Michael Spence, prendre le départ au volant de la BRM 3 litres qui est un 16 cylindres. Jackie Stewart d'ailleurs a l'habitude de ce choix, notamment à Monaco, vous vous en souvenez peut-être, il avait préféré, en fonction d'ailleurs de la sinuosité du circuit de Monaco, partir avec une voiture qui dispose de beaucoup moins de chevaux que les 3 litres, puisque en cylindrée, la BRM 2 litres est naturellement 1 litre de moins. Il faut également dire que cette BRM 2 litres est beaucoup plus au point et plus résistante que le H16 de BRM, qui a donné beaucoup de difficultés et beaucoup de soucis aux constructeurs britanniques. Donc un Grand Prix passionnant, puisque le commandement ne semble pas encore très sûr. Plusieurs pilotes peuvent ici s'imposer. Clark nous a dit que ce circuit Bugatti pouvait permettre à des pilotes beaucoup de fantaisie et qu'il était très difficile de savoir quel était le meilleur pilote sur un circuit de ce genre. Brabham, Jim Clark, Graham Hill, Clark en 2e position, Gurney en 4e, Chris Amon en 5e, Denny Hulme en 6e. Rindt, McLaren, Pedro Rodriguez. Alors que nous en sommes au 4e tour, et que les 2 Lotus Ford de Jim Clark et de Graham Hill sont maintenant, vous les voyez, dans la roue de Jack Brabham. Brabham qui fait vraiment un début de course étonnant. Il ne dispose pas ici de la voiture la plus puissante. On peut établir une comparaison, on va dire par exemple que les Lotus, qui sont les voitures les plus légères, les Lotus, ce sont les 2e et 3e voitures qui sont sur votre écran, bien que vous ne voyez pas encore la 3e, la voici. Ce sont les voitures les plus légères, elles sont à la limite de la tolérance des Grands Prix de Formule 1, c'est-à-dire 105 kg, mais elles développent quelques 410 chevaux. Alors que selon Monsieur Jack Brabham, qui quelquefois dissimule d'ailleurs sa puissance, ces voitures ne disposeraient que de 330 chevaux, mais en réalité il paraît qu'elles disposent d'environ 360, 370, voire 380 chevaux. Le poids des Brabham est lui aussi très faible par rapport aux autres monoplaces engagées. 525 kg, paraît-il, mais ce sont toujours ce que dit Brabham, c'est toujours ce que dit Brabham, et il faut être très méfiant, car Maître Jacques, comme on l'appelle sur les circuits, est un vieux renard. 5e tour. Il y a eu une modification, c'est Jim Clark qui passe en tête au 5e tour, devant Jack Brabham, Graham Hill et Dan Gurney, alors que Chris Amon a perdu une place et que Denny Hulme passe en 6e position. Jim Clark qui a sauté, entre guillemets, comme l'on dit, Jack Brabham au virage de raccordement des boxes et qui prend donc le commandement de l'épreuve au 6e tour. Il a plu dans la matinée, enfin du brouillard, tout au moins sur la région du Mans et sur les routes avoisinantes, et ce mauvais temps, ce temps douteux en tout cas, était apporté à l'avantage de Jim Clark, car on sait combien l'Écossais est à l'aise dans les plus mauvaises conditions. Le voici d'ailleurs.
Et ces images de l'hélicoptère de Henri Carrier vont nous permettre de suivre les trajectoires empruntées par chaque pilote. Il n'y a pas 1 centimètre de perdu, en tout cas dans la plupart des cas. Voici Jim Clark, il y a environ une 50aine de mètres d'avance sur Brabham. Clark toujours. C'est une succession, ces trajectoires de moutonnement. Les voitures prennent pratiquement toutes la même trajectoire. Et les voitures qui sont en tête, la voiture en tout cas de Jim Clark qui est en tête en ce moment, a une petite histoire. C'est qu'elle a été bloquée en douane hier alors qu'elle débarquait d'Angleterre car il manquait un volet au triptyque. Avec cette voiture, Jim Clark n'a pu procéder aux essais complets habituels. Il a quand même réalisé le 4e temps alors qu'il n'a eu que 30 minutes à sa disposition pour tourner sur le circuit du Mans. Le voici Jim Clark. Les mécaniciennes chez Lotus avec Brabham, toujours, Graham Hill et Gurney. L'ordre n'a pas changé depuis le tour précédent. Alors que Graham Hill passe Jack Brabham. Les 2 Lotus sont maintenant en tête. Ces 2 Lotus que l'on a craint un moment de ne pas voir courir au Mans en raison justement de ce blocage en douane dont je vous parlais à l'instant. Mais il semble bien que dans la nuit, les mécaniciens de Colin Chapman ont fait feu de tout bois et ils ont réussi à donner, comme d'habitude d'ailleurs, aux 2 pilotes vedettes de Lotus, Jim Clark et Graham Hill, des voitures qui le permettent de faire en ce moment la course que nous pouvons suivre. Jim Clark toujours. Jim Clark qui est un pilote 2 fois champion du monde, qui n'a pas eu beaucoup de chance depuis l'année dernière, qui n'a jamais disposé de la voiture correspondant à son talent, qui a toujours été handicapé depuis que la formule a changé par le manque de puissance. Les Lotus engagés par Colin Chapman couraient en effet avec des moteurs 2 litres. Et Jim Clark a signé sa rentrée à Zandvoort il y a de cela quelques semaines en gagnant haut la main le Grand Prix de Hollande et en marquant du même coup ses prétentions pour le championnat du monde des conducteurs qui, je vous le répète, est le plus ouvert sans doute que nous ayons pu voir depuis de nombreuses années. Nous arrivons au 7e tour. Clark, Hill, Brabham et Gurney. Chris Amon et Hulme. Nous en sommes donc au 10e de la course et au 10e de la course, il faut constater que les prévisions sont respectées. C'est-à-dire que les 2 voitures peut-être les plus modernes, ce ne sont pas tout à fait les plus puissantes car il y a une différence de quelques chevaux entre les moteurs Ford qui équipent les Lotus et les moteurs Westlake des Eagle. L'on dit, mais tout cela bien sûr sont des précisions qu'il ne faut pas prendre au mot ou au cheval près, que les Eagle développent 416 chevaux et que les Lotus développent 410 chevaux. Au contraire, les Lotus bénéficient d'un poids moindre, la limite, je vous l'ai dit, près de 500 kg, alors que les Eagle, eh bien, on situe leur poids autour de 560-570 kg. En tout cas, ces prévisions sont respectées, c'est que les 2 Lotus Ford sont en tête. Et il faut dire aussi que au cours des Grands Prix précédents, même lorsqu'elles ont gagné, même lorsque Clark par exemple a gagné à Zandvoort, eh bien à chaque fois il y a eu des ennuis mineurs, puisque la voiture a gagné quand même, mais que ces ennuis auraient pu priver Jim Clark d'une victoire. Il faudra donc attendre maintenant pour savoir ici au Mans si les 2 Lotus Ford que nous voyons virer, Clark en tête suivi par Graham Hill, ne souffriront pas de ces ennuis. Au 7e tour, au 9e tour plutôt Clark, Graham Hill, l'écart se creuse. Jack Brabham, Dan Gurney et le peloton que forment Chris Amon et Denny Hulme. Hulme qui me semble-t-il attaque dans la grande courbe. Chris Amon et le passe. Viennent ensuite Joachim Rindt, Pedro Rodriguez, Jackie Stewart, Michael Spence. Les 2 BRM roulent roue dans roue, mais la 8 cylindres précède la 6 cylindres, la 16 cylindres. Et il y a maintenant près de 25 secondes d'écart entre le leader Jim Clark et Seifert qui passe sur Cooper Maserati devant les stands. Et nous rejoignons
Jim Clark et Graham Hill. C'est sans doute aussi l'équipe la plus forte en monoplace. Ce sont deux pilotes qui n'ont pas du tout les mêmes qualités, dont les qualités se complètent. Graham Hill est considéré comme un pilote beaucoup moins régulier peut-être que ne l'est Jim Clark, mais c'est un pilote qui n'est pas en fin de carrière, comme on a pu le dire aussi, mais qui est capable de donner des coups de boutoir terribles et de faire, comme il y a 2 ans par exemple à Monaco, des courses extraordinaires, comme quelquefois de se laisser reléguer plus ou moins dans l'ombre. Je veux dire que Graham Hill a un palmarès tout à fait étonnant et que c'est un remarquable pilote. Au raccordement, Jim Clark et Graham Hill, les deux coéquipiers roue dans roue. Brabham, Gurney. Nous allons prendre les écarts. Il y a 7 secondes entre les Lotus et la Brabham et l'Eagle Westlake. 22 secondes entre la Lotus Ulm qui a passé à Mons comme vous avez pu le voir. Et près de 30 secondes avec Rindt, McLaren et Pedro Rodriguez. Le record du tour au 3e tour par Graham Hill, 1 minute 36 secondes 7 dixièmes, c'est-à-dire à plus de 165 km à l'heure de moyenne. Bob Anderson sur Brabham numéro 17 que vous avez pu voir surgir au raccordement et qui passe maintenant devant les stands. Et nous retrouvons Jim Clark et Graham Hill. Jim Clark et Graham Hill qui ont souvent été adversaires, puisque l'année dernière encore, Graham Hill était premier pilote de BRM, vous vous en souvenez sans doute. Jim Clark est un premier pilote de Lotus, et l'association formée par Colin Chapman avec deux vedettes comme Jim Clark et Graham Hill apparemment se passe très très bien. Ces deux pilotes disposent maintenant de mécaniques remarquables, conçues dans un temps record. Voici Guy Ligier qui sort. Virage de raccordement. Avec les deux pilotes de Lotus, Ligier va sans doute être doublé au cours du 11e tour. L'écart se creuse encore. 9 secondes entre Clark Hill et Brabham Gurney. Si la logique était respectée, eh bien, il semble bien que l'on devrait assister au cours de ce Grand Prix d'Automobile Club de France à un cavalier. Et lorsqu'on dit cavalier, eh bien, il faut bien penser que les deux voitures de tête disposent de près de 800 chevaux à un cavalier seul de Jim Clark et de Graham Hill. Mais la course automobile est faite d'anecdotes, elle est faite d'incidents imprévus. Et dans ce sport, plus que dans tout autre, eh bien, il faut attendre la dernière minute, la dernière seconde pour savoir qui a gagné. C'est en effet l'un des seuls sports, je crois, où ceux qui sont au départ ne sont pas forcément à l'arrivée. Donc nous voyons Seifert maintenant sortir au raccordement. Et nous retrouvons la chapelle, au musée plutôt, les deux Lotus, Anderson et Ligier, les deux Lotus. Pratiquement sur la même ligne, Graham Hill qui passe Jim Clark. C'est le virage que vous venez de voir, ce léger virage à gauche, le plus difficile de ce circuit. C'est Beltoise et Brabham qui nous l'ont dit. C'est un virage que les voitures prennent très très vite, presque sans lever le pied. Elles passent à 240 km à l'heure peut-être à cet endroit-là. C'est un endroit traître, bien que le revêtement et le tracé du circuit soient excellents. Voici Graham Hill que nous avons vu passer Clark tout à l'heure. Il est donc en tête au 11e tour. Graham Hill, Jim Clark, ça s'est croisé. Les deux coéquipiers, Guy Ligier que nous avons vu apparaître. Et derrière, toujours Jack Brabham, Dan Gurney, Ligier qui vient de passer mais qui est doublé. Denis Hulme, Chris Hammond. Position donc inchangée, en tenant compte du dépassement de Jim Clark par Graham Hill, mais cela ne veut sans doute rien dire, car je crois qu'au cours de ce Grand Prix, eh bien, cela va sûrement arriver, les deux pilotes faisant de toute évidence une course d'équipe.
Seifert sur Cooper Maserati. Et nous retrouvons la ligne droite. C'est ici, je vous l'ai dit, que se situe le passage le plus difficile. Bob Anderson sur une Brabham qui n'a pratiquement pas grand-chose à espérer dans cette course. Et nous les retrouvons sur la ligne droite. Dans le passage le plus difficile, le voici le passage. Vous voyez, c'est ce petit virage à gauche, cette courbe à gauche, que les voitures prennent plein pot. Et nous entrons là dans la partie de pilotage la plus délicate. Un virage à droite, un virage à gauche, puis un virage à droite. Graham Hill toujours. Jim Clark. Graham Hill qui, je vous le rappelle, a réalisé le meilleur temps des essais. Brabham, Gurney. Je vous rappelle donc, alors que nous en sommes au 12e tour, le classement de ce... Alors qu'il y a un tête à queue de Joachim Rindt devant les stands qui repart. Oh là là, ah c'est extraordinaire, cette fausse manœuvre de Joachim Rindt, c'est assez inexplicable d'ailleurs. Voici Joachim Rindt qui a perdu 2 places dans cette fausse manœuvre. Joachim Rindt qui a gagné les 24 heures du Mans il y a 2 ans et qui est considéré comme l'un des meilleurs pilotes de monoplace. Il a gagné la semaine dernière la course de Formule 2 des Grands Prix de France, des Trophées de France pardon, à Reims. Et il vient de réaliser devant nous, presque pour nous d'ailleurs, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'en tout cas il ne faut pas essayer de faire. Donc au 12e tour, les positions: Graham Hill devant Jim Clark, puis à plus de 10 secondes, Jack Brabham et Dan Gurney. Viennent ensuite Denny Hulme, puis Chris Amon, et enfin Bruce McLaren qui conduit la 2e Eagle. Ensuite, Pedro Rodriguez sur Cooper Maserati, Jackie Stewart sur la BRM 2 litres V8, et enfin, après Jackie Stewart, Michael Spence. Nous retrouvons Brabham, Gurney, alors que les hommes de tête ont bouclé maintenant le 13e tour. 13e tour qui nous donne à penser que si les voitures sont numérotées de 2 à 16, il n'y a pas sur les monoplaces de voitures portant le numéro 13. Superstition peut-être, peut-être pas. Pourquoi tenter le destin? C'est un sport très difficile, un sport dangereux, et ici la moindre superstition peut avoir naturellement son importance. Pas de changement toujours, les 2 Lotus Ford en tête, puis Brabham, puis Gurney, puis Hulme, puis Chris Amon. Chris Amon dont il faut signaler les progrès à chaque sortie. Chris Amon qui porte sur ses épaules la lourde responsabilité de représenter seul dans ce concert au sommet les chances de Ferrari. Chris Amon qui est seul depuis que Bandini, après l'accident que vous connaissez, n'est plus là pour défendre les couleurs du cheval cabré de Maranello. Avant de rendre l'antenne, je voudrais vous rappeler au 14e tour le classement, qui n'a toujours pas changé d'ailleurs. En tête, les 2 Lotus Ford de Graham Hill et de Jim Clark, qui roulent groupés, roue dans roue, puis Jack Brabham, puis Dan Gurney, puis Denny Hulme, puis Bruce McLaren. Nous reprendrons l'antenne tout à l'heure. Ce Grand Prix de l'Automobile Cup de France s'annonce très équilibré et nous espérons qu'il continuera jusqu'à l'arrivée de cette façon-là. Ici Le Mans, à tout à l'heure.
Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Ici Le Mans, alors que la course du Grand Prix de l'Automobile Club de France en est à son 43e tour. Depuis que nous vous avons quitté, alors que nous voyons ici l'homme de tête Jack Brabham, depuis que nous vous avons quitté, beaucoup de choses se sont passées. Vous le devinez puisque je viens de vous dire que c'est Jack Brabham qui est en tête. Reprenons donc la chronologie des incidents qui ont émaillé ce 53e Grand Prix de l'Automobile Club de France. Tout d'abord, et alors que nous venions de rendre l'antenne depuis 15 secondes exactement, Graham Hill en tête sur la Lotus Ford numéro 7 s'arrêtait, boîte de vitesse cassée. Jim Clark, qui roulait roue dans roue avec lui, prenait alors le commandement. Il lui arrivait la même mésaventure et il stoppait également sur rupture de transmission. Les autres abandons, Bob Anderson au 20e tour, l'abandon de Hill est survenu au 14e tour, puis Spence sur la deuxième BRM d'usine, sur la BRM 16 cylindres, sur rupture de cardan. McLaren sur la deuxième Eagle Westlake s'arrêtait pour ennui d'allumage. Joachim Rindt abandonnait à son tour au 34e tour. Et Gurney, qui était alors en deuxième position à quelques secondes de Jack Brabham, abandonnait au 41e tour sur, semble-t-il, nous n'avons aucune confirmation, sur des ennuis d'allumage, ce qui est également survenu à son coéquipier Bruce McLaren. Actuellement, le classement est le suivant. La course s'est bien décantée, voici Pedro Rodriguez, numéro 14, qui est en 4e position. En tête donc, Jack Brabham, voici Jack Brabham, qui double Guy Ligier. En tête donc, Jack Brabham devant Denis Hulme, c'est-à-dire que les deux Repco Brabham sont en tête et solidement installés au commandement de ce 53e Grand Prix de l'Automobile Club de France. L'avance de Brabham sur Hulme, voici Brabham au virage de raccordement, Ligier dans ses roues. L'avance de Brabham sur Hulme est de 50 secondes. En 3e position, Chris Amon. Chris Amon, depuis le début de ce Grand Prix, a fait une course très régulière. Il était dans les roues lorsque nous nous sommes quittés tout à l'heure de Denis Hulme. Il y est toujours. Il y a 5 secondes d'écart entre Denis Hulme et Chris Amon. En 4e position, Pedro Rodriguez sur Cooper Maserati numéro 14. Alors que voici Jackie Stewart, qui est 6e, lui qui est 5e, pardon. Et ces 4 pilotes, Brabham, Hulme, Amon et Rodriguez, sont les seuls à être dans le même tour. C'est dire donc que les choses ont bien changé depuis que nous nous sommes quittés. Puis nous trouvons donc doublé, voici Hulme. Nous trouvons donc en 5e position et doublé Jackie Stewart sur la BRM 2 litres V8. En 6e position, Seifert sur Cooper Maserati. En 7e position, Chris Irwin qui a remplacé Pierce Courage et qui roule sur une BRM 16 cylindres. Et enfin, en 9e position, Guy Ligier. Guy Ligier, il faut le signaler, a dû s'arrêter plusieurs fois, 2 fois je crois, depuis que le départ de ce Grand Prix a été donné. Au 25e tour, la moyenne générale était de 160 km 930. Le record du tour était à l'actif de Graham Hill. Et à l'heure actuelle, à la minute précise, eh bien, sur 15 monoplaces qui ont pris le départ à 14 h ici au Mans, il n'en reste que 8 en course et Jack Brabham est en tête. Voici Jack Brabham au virage de raccordement. Voici donc ce qui s'est passé. Nous vous disions qu'en sport automobile, plus que peut-être que dans un autre sport, il ne faut jamais vendre la peau de l'ours et que c'était l'un des rares sports où les champions, les conducteurs qui prennent le départ ne terminent pas forcément, souvent en raison d'ennuis mécaniques. Et bien cela s'est avéré vrai puisque pratiquement tous les hommes de tête, hormis Jack Brabham, ne sont plus là au commandement et qu'ils ont dû tous abandonner pour des raisons diverses. Je vous rappelle que le Grand Prix de l'Automobile Club de France se dispute sur 80 tours. Que nous approchons maintenant des 50 tours accomplis, que le circuit Bugatti, qui est inscrit dans le grand circuit des 24 heures du Mans, développe 4 km 422 et que la distance totale à parcourir pour les pilotes est de 353 km 760, c'est-à-dire qu'il faut boucler 80 fois ce circuit de 4 km 422. Et nous suivons Jack Brabham sur un circuit que Jean-Pierre Beltoise, qui est à côté de moi, connaît bien, et il connaît d'ailleurs très bien, voici Pedro Rodriguez qui sort au virage de raccordement, un circuit que Jean-Pierre Beltoise connaît bien, il connaît très bien aussi Jack Brabham, puisque l'année dernière,
vous vous êtes pas révélé, mais enfin vous avez fait une course extraordinaire ici sur ce même circuit. Jean-Pierre Beltoise, quelles sont les principales difficultés, alors que nous voyons ici avec les caméras de l'hélicoptère d'Henri Carrier, quelles sont les principales difficultés du circuit Bugatti? Voici Jacques Brabham. Bien sûr CS qu'on vient de passer, mais pour moi avec ces voitures-là, la principale difficulté, ça doit être la grande courbe. On appelle ça la courbe du chemin, je sais pas quoi. Oui, c'est la grande courbe, nous l'avons montré au cours du premier direct tout à l'heure. C'est lorsque les voitures sont lancées presque à leur vitesse maximum. En Formule 1, les pilotes doivent légèrement lever le pied. Je crois qu'ils la passent à 230-240 km/h, mais en Formule 3, on le passe à fond. Oui, c'est exactement ça. Même l'année dernière, en Formule 2, on passait à fond, mais c'était déjà tout juste. Et je pense que cette année, ça doit être un gros problème. Depuis le début de la course, vous l'avez suivi, je crois, avec beaucoup d'intérêt. L'on a d'ailleurs dit, Jean-Pierre Beltoise, je ne sais pas si c'est un bruit faux ou un bruit vrai, que vous auriez peut-être eu la possibilité, qu'il s'en ait fallu de rien, que vous ne preniez le départ de ce Grand Prix avec une monoplace de Formule 1. Est-ce exact? Je pense que le plateau me permettait de prendre le départ et qu'un constructeur m'aurait certainement confié une voiture. Je l'aurais fait bien sûr en accord avec la Matra, parce que je pense qu'au point de vue expérience, ça m'aurait été très utile pour la saison prochaine en Formule 1. Enfin, ça c'est pas fait, ça ne fait rien. Sans être indiscret, on peut dire que c'était peut-être une Ferrari. Peut-être, oui. Merci Jean-Pierre Beltoise. Depuis le début de ce Grand Prix, Jean-Pierre Beltoise, nous avons assisté, nous venons d'énumérer les différents abandons et les raisons pour lesquelles ces pilotes se sont retirés, ont dû se retirer de la course, notamment les ruptures de boîte de vitesse, toute transmission de Clark et de Hill, les ennuis d'allumage, nous semble-t-il, des deux Eagle Westlake. C'est un peu dommage car ce sont les voitures qui correspondent le plus à l'esprit de la nouvelle Formule 1 qui ont dû abandonner, alors que les Brabham, qui correspondent également à cet esprit, sont encore là. Qu'en pensez-vous? Oui, je pense qu'au départ, quand on me demandait quel est le pilote qui peut gagner, je disais c'est pas un pilote, ce sont trois marques, c'est-à-dire c'est Pedro Rodriguez. Alors que nous voyons arriver Pedro Rodriguez au ralenti, Pedro Rodriguez sur la Cooper numéro 14 et qui occupait la 4e place et qui était l'un des 4 pilotes. Voici Pedro Rodriguez qui pousse la voiture. C'est une voiture qui pèse 660 kg, c'est très dur à pousser. Qu'est-ce que ça peut être comme panne, Jean-Pierre? Bien, je ne pense pas, parce que là, on ne peut pas savoir. En tout cas, il doit penser que c'est une panne d'allumage ou d'alimentation. Sinon, il ne pousserait pas sa voiture. Oui, sans ça, il ne pousserait pas sa voiture. C'est pas grave. Certainement une panne d'allumage ou d'alimentation. C'est bien embêtant pour Rodriguez, car il a gagné le premier Grand Prix de l'année comptant pour le championnat du monde des conducteurs. Le voici, Pedro Rodriguez, casqué. Il a gagné ce Grand Prix, c'est le premier de l'année en Afrique du Sud. Et au classement provisoire et actuel du championnat du monde, il est deuxième ex-aequo avec Chris Amon, qui est toujours en course. Et comme Chris Amon, Pedro Rodriguez totalise 11 points. Jean-Pierre, avec votre œil averti et votre connaissance des monoplaces et des moteurs, je crois que peut-être avez-vous raison, c'est une question d'allumage, non? On peut toujours pas dire si c'est d'allumage ou de carburation, mais certainement d'allumage. C'est pas sûr d'ailleurs, parce qu'ils sont en train de chercher, chercher quelque chose. Et si c'était de carburation, je pense pas qu'il courrait. Sans doute d'allumage, je ne sais pas. On peut pas savoir. En tout cas, ça permet à Pedro Rodriguez de boire un peu d'eau. Il fait assez chaud aujourd'hui au Mans. Rappelons que Pedro Rodriguez était environ à 1 minute 20 secondes de Jacques Brabham, que voici au virage de raccordement. C'est quand même, je crois, un destin remarquable pour un pilote comme Jacques Brabham, qui est le doyen de la compétition en Formule 1. Chaque année, on dit « Oh, Brabham, c'est fini, l'année prochaine, où il abandonne, ou on dit « Oh, il a plus la foi », et puis tout d'un coup, paf, le voilà, il remet ça. Oui, effectivement, c'est assez extraordinaire. Surtout qu'il construit lui-même ses voitures et que ces voitures sont construites avec beaucoup de simplicité selon une technique, enfin un châssis en tube qui normalement laisserait penser qu'elle ne devrait pas être dans le coup. Or effectivement, Jacques Brabham est toujours dans le coup et également sa production. Jacques Brabham dit, et c'est exact, je suis un ennemi des choses compliquées. Il conduit aujourd'hui d'ailleurs la nouvelle Repco Brabham. Sur la fiche technique, cette voiture porte l'appellation de BT24 en réalité. Et Chris Amon ne passe plus. C'est donc qu'il y a maintenant, avec l'arrêt de Pedro Rodriguez et le non-passage de Chris Amon, il n'y a que 2 voitures dans le tour. Et c'est presque un tour triomphal, puisqu'il s'agit des 2 Repco Brabham, de Jacques Brabham et de Denis Hulme. Jacques Brabham compte près d'1 minute d'avance maintenant sur son coéquipier.
Et c'est exactement ce que nous disait Jean-Pierre Beltoise, c'est que Jacques Brabham va toujours à la simplicité. L'année dernière, alors que tous les constructeurs se sont peut-être compliqué la tâche en recherchant des solutions difficiles et une mise au point assez laborieuse, Brabham a pris un moteur très simple qui développait le moins de chevaux, il a construit une voiture très légère, c'est ça Jean-Pierre? C'est ça, c'est exactement ça. Jacques Brabham a l'avantage sur les autres, je pense, d'être à la fois vraiment un coureur et un technicien et de se rendre compte très tôt à l'avance, immédiatement même, de la formule qu'il faut adopter pour construire une voiture de course. C'est-à-dire qu'il sait il voit tout de suite le rapport poids-puissance favorable, la vitesse qu'il va falloir adopter, les voiles, l'empattement, il voit toujours tout. On a l'impression qu'il comprend tout avant les autres. Les caméras de Ricarrier nous remontrent maintenant la voiture de Pedro Rodriguez qui est poussée par son pilote et par un mécanicien. Je crois donc que la panne est peut-être plus grave et en tout cas que la réparation sera plus longue que ce que l'on pouvait prévoir. Oui, si c'est une pompe électrique par exemple, c'est fini. Chris Amon, abandon, rupture de boîte de vitesse alors que nous en sommes au 51e tour et qu'il en reste donc 49 à couvrir. Je vous rappelle le classement. Alors que la voiture de Rodriguez n'est toujours pas repartie, actuellement il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 voitures en course sur les 15 qui avaient pris le départ à 14 heures. C'est donc presque une hécatombe, mais je crois qu'on pouvait le prévoir, Jean-Pierre. Je pense de toute façon que ce genre de course est un petit peu longue parce que ça c'est Guy Ligier qui s'arrête, je crois. Troisième arrêt de Guy Ligier, c'est exact. Oui, je pense que les courses sont un peu longues parce que maintenant la technique, avant c'est sur ces distances, on changeait de pneus, on ravitaillait en essence. Maintenant les voitures modernes sont faites pour des courses beaucoup plus courtes. Je ne pense pas qu'il soit indispensable de garder des courses aussi longues, ça nuit au spectacle. Les voitures étant maintenant de plus en plus légères et pour la recherche de vitesse absolue, je pense qu'on aura intérêt à diminuer le nombre de tours dans les Grands Prix. Eh bien, c'est un avis pertinent et qui mérite d'être entendu. On nous communique la raison officielle et exacte qui a provoqué l'abandon de Dan Gurney sur l'Eagle Westlake. C'est un ennui d'alimentation d'essence. La deuxième Eagle Westlake, celle de Bruce McLaren, avait abandonné sur ennui d'allumage. Seifert sur Cooper Maserati. Et voici. Il reste donc 6 voitures en course, alors qu'il y a encore 29 tours à couvrir. Depuis 10 tours, nous avons enregistré de nombreux abandons. Il faut dire également que ce Grand Prix est emmené à un train d'enfer. Jean-Pierre, est-ce que vous pensez, ce serait presque une blague, ce serait presque quelque chose d'invraisemblable, qu'un Grand Prix pourrait cesser faute de combattants? J'y ai sincèrement déjà pensé et j'y repense encore aujourd'hui. Je pense que ça pourrait très bien arriver. Merci, en tout cas, il ne faut pas le souhaiter ni à Brabham, ni à Hull, ni à Stewart, ni à Seifert, ni à Erwin, ni à Ligier qui sont encore en course, alors que Pedro Rodriguez est reparti et que Guy Ligier repart à son tour. Cette voiture donc en course depuis le départ de Rodriguez et nous retrouvons Jacques Brabham. Jean-Pierre Beltoise, ces images pour vous sont inhabituelles de voir Jacques Brabham de cette façon-là parce que ou bien vous êtes devant, vous le voyez dans vos rétroviseurs, ou bien vous êtes derrière, ou bien vous êtes tout à fait à côté. Est-ce que c'est un conducteur, non pas dangereux, mais remarquable? Oui, c'est pas du tout un conducteur dangereux, c'est un conducteur remarquable, mais c'est également un conducteur très très dur. Je ne suis pas le seul à le dire. Et par exemple, quand vous dites dur, ça veut dire quoi exactement? Pardon? Quand vous dites dur, ça veut dire quoi? Sans faiblesse, sans pitié? Oui, c'est ça, dur, c'est-à-dire qu'il ne fait absolument aucun cadeau, il ne fera jamais une manœuvre dangereuse, mais il n'hésitera pas à vous serrer, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. J'approuve totalement cette conduite, je dois le dire, mais il ne fait absolument jamais de cadeau, c'est-à-dire que tout est bon pour gagner, sauf ce qui pourrait être dangereux. On a dit et écrit, et d'ailleurs c'est assez symptomatique et significatif, que les deux pilotes qui courent sur les Brabham Repco, c'est-à-dire Jacques Brabham et Denis Hulme, on a dit et écrit, mais ce n'est pas nous, qu'ils n'étaient pas aussi doués, peut-être que le sont Jim Clark, Surtees, voire Beltoise. C'est un coureur français que vous connaissez peut-être. Hein. Alors, à votre avis, Jean-Pierre? Qu'ils ne soient pas aussi doués, non, je ne pense pas, c'est pas ça. Je pense pas que c'est... Mais enfin, disons qu'ils sont peut-être un peu moins vite en action que certains pilotes comme Jim Clark. Mais par contre, ils ont une endurance, comme John Surtees d'ailleurs, parce que John Surtees est également très dur. Je pense que Brabham et Surtees sont les deux pilotes les plus durs et les plus endurants, avec Denis Hulme également.
alors que nous en sommes maintenant au 53e tour, il y a toujours les deux Brabham Repco en tête. Ces deux seules voitures sont dans le même tour. C'est donc pour l'instant un triomphe complet pour Jack Brabham pilote, pour Jack Brabham constructeur et également pour son coéquipier Denis Hulme. Il y a 40 secondes d'écart entre Jack Brabham que voici et Hulme qui le suit. Puis viennent Rodriguez, Stewart, Seifert, Irwin et Ligier. Voici Seifert. Il est bien dommage que les deux Lotus Ford et Stewart et Rodriguez, me semble-t-il. C'est exact. Jackie Stewart sur la BRM 2 litres et Rodriguez. Jean-Pierre, comment se fait-il qu'un pilote comme Jackie Stewart, je sais qu'il le fait assez souvent, notamment à Monaco, il avait préféré partir avec le V8 2 litres plutôt qu'avec le 3 litres 16 cylindres. Mais il me semble pourtant que le circuit Bugatti est plus rapide que le circuit de Monaco et c'est peut-être un tort, non? Alors exactement, et je suis absolument étonné qu'il ait pris cette voiture, mais je ne suis pas étonné qu'il l'ait pris, c'est-à-dire que je suis persuadé que s'il l'a pris, c'est qu'il a une raison majeure, et notamment qu'elle est plus rapide sur le circuit. Seulement ce qui m'étonne, c'est que techniquement, cette 2 litres soit plus rapide ici, sur ce circuit d'accélération, que la BRM H16. C'est donc justement encore quelque chose de très important qui fait entrer en jeu le rapport poids-puissance et que Brabham a parfaitement compris. Et c'est la raison encore pour laquelle Brabham voit vraiment tout avant les autres et fait de très bonne voiture. Il faut signaler également à l'avantage de Stewart, et ce n'est absolument pas au désavantage de Brabham que nous retrouvons ici au raccordement, qu'il y a près de 150 chevaux, je crois, d'écart entre le 3 litres de Brabham et le 2 litres de Stewart, et que malgré tout, bien qu'il soit doublé, qu'il ne soit plus dans le même tour, Stewart ne garde pas le contact, mais fait quand même une très belle course. Oui, c'est vraiment une très belle course. Tout à l'heure, j'étais dans l'épingle, c'est vraiment un de ceux qui passait le plus fort, il se débrouille très très bien. Enfin, cette 2 litres, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas plus maniable que la H16. C'est pas pour une raison de maniabilité qu'il a préféré. S'il a préféré, c'est qu'elle doit avoir des accélérations supérieures dans les basses vitesses et un meilleur freinage. Merci Jean-Pierre. Toujours donc pas de changement. Toujours la course des Brabham qui sont en tête avec Jack Brabham et Denis Hulme. La voiture que vous avez vue était la 3e BRM engagée ici au Mans. C'est la BRM de Chris Irwin. C'est également une BRM 16 cylindres. Seul le pilote vedette de BRM a choisi de partir avec un V8, une voiture de 2 litres. En ce moment, il doit certainement se poser, étant donné cette espèce de suprématie des deux Brabham en course, une question pour Jack Brabham mais également pour Denis Hulme. C'est quelque chose sans doute de très automatique et il ne se pose même pas la question, c'est qu'ils doivent à tout prix sans doute assurer leur succès. La moyenne va donc baisser, c'est certain, hein. Et est-ce que vous pensez que l'écart va demeurer tel qu'il est, c'est-à-dire une quarantaine ou une cinquantaine de secondes entre Brabham et Hulme? Est-ce que les stands vont passer des panneaux très significatifs aux deux pilotes? Je pense que normalement ils se sont entendus avant la course dans un cas de situation semblable et il suffit de lever le pied légèrement, de prendre son temps pour passer les vitesses. Il n'est pas nécessaire de rouler au ralenti vraiment pour être sûr de terminer la course. Donc je pense que tous les deux ont levé le pied et doivent perdre environ 3 à 4 secondes au tour. Et bien sûr, si jamais Hulme remontait sur Brabham, à ce moment-là, Brabham accélérerait, mais peut-être qu'il serait un peu... C'est Rodriguez qui vient de passer Seifert sous nos yeux, alors que derrière, c'est Jackie Stewart. Voici Hulme, et voici les positions, alors que nous en sommes au 56e tour. En tête, Jack Brabham. À 40 secondes, son coéquipier Denis Hulme. Puis, à un tour, le 10 qui est Jackie Stewart sur BRM. Puis, Irwin et Seifert qui sont à 2 tours. Pedro Rodriguez qui est à 4 tours après son long arrêt au stand. Vous avez pu
le voir est presque chronométré son arrêt. Et puis à 9 tours, il y a le 16, c'est Guy Ligier qui lui s'est arrêté, qui a dû s'arrêter 3 fois à son stand. Rappelons que Guy Ligier, la semaine dernière, associé à Josh Lesser, a brillamment remporté les 12 heures de Reims au volant d'une Ford Mark II, mais là c'est un peu la loi du sport, on peut très bien gagner la semaine précédente et avoir tous les malheurs la semaine suivante. Depuis le début de l'année, 4 Grands Prix ont déjà été courus et c'est une remarque intéressante, Jean-Pierre, et c'est assez rare, je crois, dans un championnat du monde des conducteurs, c'est que aucun pilote n'a réussi à remporter 2 Grands Prix depuis le début. Rappelons que le Grand Prix d'Afrique du Sud a été remporté par Pedro Rodriguez, que le Grand Prix de Monaco a été remporté par Ulm, que le Grand Prix de Hollande par Jim Clark. Cette course marquait l'entrée en compétition, voici Rodriguez, l'entrée en compétition des nouvelles Lotus Ford. Le Grand Prix de Belgique a été gagné par Gurney sur Eagle Westlake. Il faudrait que Ulm emporte le Grand Prix de la CF pour qu'un pilote ait remporté 2 Grands Prix. C'est assez exceptionnel, je crois. Oui, c'est exceptionnel et ça prouve que vraiment la course automobile maintenant, aussi bien en Formule 1 que dans les autres formules, est vraiment très ouverte. Et que le spectacle est très intéressant tant qu'il n'y a pas la casse qui malheureusement est un petit peu aussi la suite du fait de la longueur excessive de l'épreuve. Au classement du championnat du monde des conducteurs, classement provisoire, 11 épreuves comptant pour la couronne mondiale. Ulm est en tête avec 16 points devant Chris Amon et Pedro Rodriguez qui sont ex aequo, deuxième avec 11 points. Jim Clark est troisième avec 10 points. Gurney quatrième avec 9 points. Brabham cinquième avec 7 points. Puis ensuite ex aequo John Love, c'est un pilote que l'on ne voit pas souvent, qu'on ne voit pas du tout pratiquement sur les circuits européens, mais qui s'était classé deuxième en Afrique du Sud, c'est un Sud-Africain. Donc septième ex aequo Love, Graham Hill et Jackie Stewart avec 6 points, puis Surtees avec 4 points, et enfin ex aequo également Bruce McLaren, Joachim Rindt et Michael Spence avec 3 points. Il y a un absent aujourd'hui, c'est la Honda de John Surtees. Je crois, Jean-Pierre, que depuis le début de l'année, John Surtees a des problèmes de moteur avec sa voiture. Oui, des problèmes de moteur et également des problèmes de châssis. Parce que si la voiture ne tient quand même pas trop mal la route, par contre, elle est beaucoup plus lourde que les concurrentes. Et bien que le moteur Honda soit encore légèrement plus puissant que tous les autres moteurs, malgré tout, l'excès de poids est insurmontable pour cette voiture. Nous retrouvons Ulm qui suit Jackie Stewart et Guy Ligier que vous avez vu passer il y a quelques secondes, les voici. Stewart qui passe Ligier, Ulm. Ulm qui est toujours à 40 secondes, les écarts d'un tour à l'autre varient de 1 ou 2 secondes entre Jack Brabham et Denis Ulm, comme nous l'a dit Jean-Pierre Beltoise. Il est certain que les deux pilotes se sont concertés avant la course, qu'ils ont un plan prêt et bien établi et qu'ils vont le respecter de façon à essayer en tout cas d'avoir toutes les chances de leur côté pour prendre ici au Mans la première et la deuxième place du Grand Prix de l'Automobile Club de France. Rappelons aussi pour ceux qui s'intéressent aux détails de l'automobile qu'il y avait eu un incident ces jours derniers entre la Fédération française des sports automobiles et l'Automobile Club de France, au moins avec les dissidents de la Fédération française des sports automobiles, que l'on craignait un peu une épreuve de force qui aurait entaché et qui en définitive aurait nui au sport automobile tout entier. Eh bien, il n'en a rien été. Le départ a été donné presque, devrais-je dire, comme il devait l'être, c'est-à-dire que les décisions de la Fédération souveraine ont été respectées, et que même si les suspendus ont tort, eh bien, ils auront la possibilité d'en appeler par la voie normale, et qu'en tout cas, il n'y a pas eu l'incident que l'on pouvait redouter, craindre, que rien n'est arrivé, et que donc ce Grand Prix de l'Automobile Club de France s'est passé de la meilleure façon possible. Nous en sommes maintenant au 59e tour. 59e tour qui a été bouclé, c'est dire qu'il reste maintenant 21 tours à couvrir, un peu plus de 80 km. Je pense que l'arrivée du Grand Prix sera jugée aux alentours de 16h15, 16h20, bien que la moyenne
est baissé depuis que Brabham et Ulm contrôlent aussi facilement que vous pouvez le constater ce 53e Grand Prix de l'Automobile Club de France. Et nous allons garder l'antenne jusqu'à ce que le Tour de France et ses impératifs bien naturels, je pense vers 15h55, c'est-à-dire dans 20 minutes, nous reprennent l'antenne. Je ne pense donc pas que nous puissions assister à cette arrivée en direct, qui sera néanmoins enregistrée. Brabham. Jean-Pierre Beltoise nous disait tout à l'heure que Brabham recherchait toujours les solutions simples, car il dit toujours, c'est l'une de ses formules qu'il est plus facile d'arriver au bout d'une solution simple et de la régler dans les meilleures conditions si elle est simple, plutôt lorsqu'elle est compliquée. Eh bien, la limite en poids minimum des voitures engagées dans les Grands Prix de Formule 1 est de 500 kg. Disons que Brabham a réglé cette affaire en construisant une voiture qui pèse en tout et pour tout entre 520 et 500 kg. Ce n'est pas la plus légère, puisque Colin Chapman et les ingénieurs qui ont conçu le moteur Ford qui équipe ces monoplaces ont réussi mieux encore, et que la Lotus, qui est également l'une des plus puissantes, est autour de 500 kg, peut-être 1 ou 2 petits kilos de plus, mais en tout cas, le règlement est respecté. Brabham, qui est un vieux renard, qui est un monsieur qui a plus d'un tour dans son sac, non seulement au volant, mais également lorsqu'il construit et lorsqu'il conçoit une voiture, a dit ici au Mans que sa voiture, qui est pourtant la voiture équipée d'un nouveau châssis et d'un moteur qui est nouveau, qui a déjà couru d'ailleurs à Spa et à Zandvoort, Brabham disait que son moteur développait 330 chevaux. Je vous raconte tout ça, c'est pour vous montrer bien l'esprit dans lequel vit Jack Brabham, comment il considère la course automobile. Il pense que la course automobile ne doit pas être faite de rue seulement sur la piste, ne doit pas être seulement faite d'adresse sur un circuit, mais que la course automobile doit se préparer un peu avant. Il y a toute une campagne d'intoxication assez passionnante qui s'est faite. Brabham, par exemple, disait aux constructeurs qui sont ses adversaires et néanmoins ses amis, que son moteur tirait au maximum, disait-il, dans le meilleur des cas, 330-340 chevaux. Eh bien, en réalité, il n'en est rien. Il apparaît, en tout cas, bien évident que son moteur doit développer au moins 380 chevaux, mais cela, même le couteau sur la gorge, je crois que Maître Jacques n'en conviendra jamais. Ligier, Stewart, Ligier qui a eu, comme vous le savez, beaucoup d'ennuis au cours de ce Grand Prix, Ulm, vainqueur du Grand Prix de Monaco, et Chris Irwin qui a remplacé Pierce Courage. Classement donc inchangé, avec en tête Jack Brabham. C'est presque déjà un long tour d'honneur, une vingtaine de tours d'honneur que le pilote constructeur a engagé ici au Mans. Puis derrière son coéquipier Denis Hulme à 40-45 secondes environ. Puis Stewart, Stiffert, Rodriguez, Irwin et Ligier. 7 voitures en course. Voici Brabham, 7 voitures en course sur 15 au départ. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de 50% d'abandon au cours de ces 60 tours. Il en reste 20. Vous reconnaissez ici le circuit des 24 heures. C'est en effet la partie du circuit qu'emprunte le Bugatti, le passage devant les stands après le virage de raccordement. Nous y voici au raccordement d'ailleurs avec Rodriguez. Il n'a pas eu de chance lui non plus puisqu'il a dû s'arrêter longuement comme vous avez pu le voir. Rodriguez qui comme Rindt, comme Ligier d'ailleurs, comme Siffert, est un peu handicapé dans la mesure où il ne dispose pas de la voiture la plus puissante, la plus maniable et la plus moderne sans doute. Je fais allusion, Jean-Pierre, au Cooper Maserati. Oui, ces Cooper Maserati effectivement datent un peu par le fait que ce sont des voitures d'abord trop larges et surtout trop lourdes. Enfin, l'ensemble fait qu'elles sont un peu trop larges, un peu trop lourdes et pas assez puissantes. De plus,
Je ne pense pas que ce soit des merveilles au point de vue facilité de conduite, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être très malléable. Et vraiment, il faut des circuits extrêmement tourmentés avec un Rindt. Je dis un Rindt parce que vous savez comment Rindt, des fois, se met dans des situations assez extraordinaires quand il a décidé de faire la bagarre avec les autres. On l'a vu faire un tête à queue tout splendide en face. Splendide, je veux dire très spectaculaire pour la télévision tout à l'heure. Vous l'avez vu, Jean-Pierre? Oui, j'étais juste là et sincèrement, ça faisait 2 fois où je me disais il est quand même gonflé. Et j'étais sûr qu'il allait pas en faire, moi par contre. Mais ça faisait 2 fois où je voyais qu'en contre-braquage, il était sur ce qu'on appelle sur les butées de direction, c'est-à-dire qu'il pouvait pas contre-braquer plus loin. Et alors, en repartant d'ailleurs, il m'avait vu, il m'a fait un petit signe. Jean-Pierre, si aujourd'hui vous aviez à choisir une monoplace, on vous disait tenez Beltoise, vous avez votre chance, laquelle prendriez-vous? Pour le moment, je prendrais une Brabham. Mais au début de la course, je suis à peu près sûr que j'aurais pris une Lotus. D'ailleurs, je crois que les Lotus, là, ont prouvé qu'elles étaient les meilleures, enfin en tout cas les plus rapides, puisqu'au moment de leur arrêt, elles étaient en tête. C'est difficile de faire le début d'une course avec une Lotus et la fin avec une Brabham, vous savez, c'est pas très pratique. Oui, bien sûr. Alors, au début de la course, je dois avouer que j'aurais pris une Lotus. C'est vraiment la voiture qui me semble la plus moderne, parce que d'abord, c'est la seule à être vraiment au poids minimum et à avoir une répartition des masses qui avantage nettement l'accélération en chargeant les roues arrière, c'est-à-dire en évitant le patinage des roues motrices. Stewart. Ligier, vous pouvez reconnaître la Cooper Maserati de Ligier à ses rétroviseurs qui sont très particuliers. Ce sont presque les superstructures. Ce sont presque les superstructures de la voiture. Elles sont montées comme des mâts et en tout cas Guy Ligier nous a dit que ça en tout cas lui permettait de voir très loin et nous également ça nous permet de le reconnaître aussi d'assez loin. Jean-Pierre Beltoise, vous auriez peut-être pu participer au fond, même avec une Matra, à ce Grand Prix de la CF, mais évidemment ça aurait été une Matra de Formule 2. Alors est-ce que sur un circuit comme celui-ci, comme à Monaco également, où des Formule 2 sont qualifiées, est-ce que vous auriez eu une chance sérieuse contre les voitures? Parce que de toute évidence, Jackie Stewart sur une 2 litres n'a guère de chance. Vous, avec une voiture d'1,6 litre, vous en auriez encore moins. Oui, bien sûr, nous n'aurions pas une chance sérieuse de victoire, mais je pense qu'on aurait peut-être pu se battre contre les Cooper Maserati, je ne sais pas. Enfin, de toute façon, c'est dommage parce que nous étions tout de même prêts à venir ici, mais les organisateurs n'ont pas été intéressés par notre visite. C'est bien dommage en effet. Et nous retrouvons Maître Brabham. Maître Brabham, alors que nous en sommes au 64e tour. Il reste donc 16 tours. Nous n'aurons donc certainement pas, à moins que le Tour de France soit en retard, que l'étape était très dure et que la moyenne est baissée, nous n'aurons certainement pas donc l'arrivée de ce Grand Prix de la CF en direct. Un Grand Prix de la CF qui avait commencé d'une manière assez remarquable, qui s'annonçait très ouvert, très disputé. Si vous avez suivi notre première émission, vous serez certainement de cet avis, avec notamment les 2 Brabham Repco qui sont actuellement en tête, les 2 Lotus Ford de Jim Clark et de Graham Hill, et également l'Eagle Westlake de Dan Gurney. Et puis il y a eu les abandons que vous connaissez, Graham Hill et Jim Clark sur rupture de transmission ou de boîte de vitesse. Bob Anderson également qui a abandonné, rupture de cardan pour Michael Spence, voici Brabham, rupture de cardan pour Michael Spence sur la BRM 16 cylindres, Bruce McLaren ennui d'allumage, ennui d'alimentation pour Dan Gurney, ce qui fait que les 2 Eagle Westlake sont hors course. Nous ne connaissons pas les raisons qui ont provoqué l'abandon de Joachim Rindt sur Cooper Maserati. Et je vous rappelle que moyenne record, au 30e tour, la moyenne était supérieure à 160 km/h. Il me semble maintenant, d'après les indications qui nous parviennent, Pedro Rodriguez, que cette moyenne est baissée. Là, nous distinguons très bien l'inscription du circuit Bugatti à l'intérieur du grand complexe des 24 heures du Mans. Virage du musée, alors que nous retrouvons Stewart au raccordement près des stands. Ulm.
Irwin sur la 3e BRM, mais engagé par une écurie privée. Siffert, qui pilote une des Cooper Maserati dont Jean-Pierre Beltoise nous a dit qu'elle était difficilement compétitive. Ligier sur une autre Cooper Maserati encore plus ancienne que la voiture de Siffert. Et les virages, les deux virages, virage à droite puis virage à gauche et virage à droite, qui précèdent le raccordement sur la ligne droite des stands. Que voici, vous voyez, à gauche la piste des 24 heures. Et avec Brabham, nous revenons au stand. « 65e tour, le classement est toujours inchangé. Brabham puis Ulm, les deux Repco Brabham en tête. Voici Pedro Rodriguez. Pedro Rodriguez, vous voyez peut-être, a beaucoup plus de difficultés peut-être que Brabham à contrôler sa Cooper Maserati. Voiture lourde et relativement peu maniable. Puis d'ailleurs, les deux pilotes des Repco Brabham, l'on trouve Stewart, Siffert, Rodriguez, Irwin et Ligier. De toute évidence, depuis une dizaine de tours, on peut constater, surtout si l'on fait ce constat à l'aide d'un chronomètre, que Jack Brabham tourne beaucoup moins vite. En réalité, sa moyenne a baissé de plusieurs secondes par tour, mais je crois, Jean-Pierre Beltoise, que c'était prévisible. Oui, c'était prévisible. Je ne sais pas exactement de combien de secondes il tourne moins vite au tour, mais enfin, quand on le voit ici à l'épingle qui précède la ligne droite, vraiment on peut dire que il est absolument tranquille quant aux réserves que doit donner Denis Ulm pour la seconde place et non pas pour la victoire. L'année prochaine, Jean-Pierre, vous disposerez certainement, voici Jacques Brabham, vous disposerez certainement d'une voiture française de Formule 1. Il s'agit de la Matra qui sera équipée du moteur 3 litres qui est en construction. Est-ce que de suivre, comme vous le faites en ce moment, une course automobile sur un récepteur de télévision, est-ce que cela vous apporte quelque chose ? Oui, sur le récepteur ça m'apporte quelque chose, mais surtout sur la piste directement, parce que tout à l'heure je me suis mis dans différents endroits pour pouvoir juger un peu des accélérations, de la tenue de route des différentes voitures. C'est de l'espionnage ça? Ben, c'est de l'espionnage, mais je crois que c'est un espionnage tout à fait correct. J'étais sur le bord de ma piste avec un bout de papier, un crayon et un chronomètre, et je crois que j'ai beaucoup appris aujourd'hui pour faire la nouvelle voiture. Est-ce que vous avez pu établir des bases de comparaison entre les techniques de pilotage, par exemple de Clark, de Brabham ou de Gurney? Oui, absolument. Par exemple, Clark était un des rares à ne pas glisser de l'arrière, mais Brabham aujourd'hui ne glissait pas non plus de l'arrière. Gurney a une trajectoire dans l'épingle toujours qui est nettement différente de celle des autres. Quant à Graham Hill, Rindt et Stewart, ils étaient littéralement à l'abandon. Et c'est d'ailleurs Rindt a fait un tête à queue parce qu'il a été un petit peu trop loin. Il y en a deux également qui glissent pas mal de l'arrière, comme vous dites, c'est Ulm et Rodriguez. Non, Ulm... Ah oui, en plus. Sans doute, certainement. Bien. Eh bien, je vous remercie Jean-Pierre Beltoise. Je vous rappelle alors que nous sommes maintenant à 15 tours de l'arrivée, que les deux Repco Brabham de Jack Brabham et de Ulm sont en tête, que 40 secondes environ séparent les deux pilotes de la même marque. Puis viennent ensuite Stewart, Siffert, Rodriguez, Irwin et Ligier. 8 voitures en course, 7 voitures en course sur 15 au départ. C'est un Grand Prix qui a été très éprouvant pour les pilotes et pour les mécaniques. Ici Le Mans, à tout à l'heure. Troisième rendez-vous ici au Mans pour le 53e Grand Prix de l'Automobile Club de France. Rien n'a changé, il reste 12 tours à couvrir pour les 7 pilotes qui restent encore en course. Voici Jack Brabham qui est en tête devant Denis Ulm. C'est dire donc que la situation n'a pas changé depuis que nous vous avons quitté tout à l'heure. Les deux Repco Brabham, voici Pedro Rodriguez. Les deux Repco Brabham ont 40 secondes d'écart entre elles, c'est-à-dire 40 secondes à l'avantage de Jack Brabham, mais bien
qu'il ne faille jamais vendre la peau de l'ours, eh bien l'on peut peut-être déjà pressentir, de très loin peut-être en tout cas, un doublé des Repco Brabham dans ce Grand Prix de l'Automobile Club de France. Ces deux voitures sont seules à être dans le même tour. Je vous rappelle que ce Grand Prix se courait sur 80 tours sur le circuit Bugatti, c'est-à-dire 353 km 760, qu'il y avait 15 voitures au départ et qu'il n'en reste que 4. Voici Denis Hulme qui vient de passer. Deux voitures donc dans ce tour de 4 km 422, développement du circuit Bugatti. Puis, à un tour, l'on trouve Jackie Stewart qui pilote aujourd'hui une BRM 2 litres. À deux tours, l'on trouve Seifert sur Cooper Maserati et Irwin sur BRM 16 cylindres. À 4 tours, Pedro Rodriguez qui avait réussi à conserver, à rester dans le même tour que les hommes de tête, c'est-à-dire dans le même tour que Brabham et que Hulme, mais il a dû s'arrêter longuement à son stand. Et il est maintenant à 4 tours de Brabham et de Hulme. Et enfin, à 9 tours, Guy Ligier que voici, première voiture, avec Brabham dans ses roues, Brabham qui va sûrement le doubler dans la ligne de droit des stands, c'est ce qu'il fait. Nous sommes au 70e tour, Brabham vient donc d'accomplir 7/8e de la distance totale de ce Grand Prix de l'Automobile Club de France. Guy Ligier accuse donc 9 tours de retard, il s'est arrêté 3 fois, il a eu lui aussi beaucoup d'ennuis, les ennuis d'ailleurs ont marqué ce Grand Prix de l'Automobile Club de France. Il faut rappeler en effet que les Lotus Ford qui avaient fait la course en tête dans les premiers tours et qui paraissaient être les voitures à battre aujourd'hui ont dû toutes les deux abandonner. Il s'agit, voici Hulme, il s'agit des voitures de Jim Clark et de Graham Hill, lesquelles ont été frappées, semble-t-il, par la même avarie, ennui de boîte de vitesse ou de transmission. Que Spence a dû abandonner sur rupture de cardan, que les deux Eagle Westlake, qui étaient également, comme l'on dit, dans le coup aujourd'hui, ont dû abandonner McLaren pour des ennuis d'allumage et Gurney pour des ennuis d'alimentation. Joachim Rindt, qui est sans doute le meilleur pilote des Cooper Maserati, a dû abandonner lui aussi. Quant à Ligier, nous l'avons dit, il s'est arrêté 3 fois. Et ces 3 arrêts lui coûtent en tout cas 9 tours de retard. Jack Brabham. Le circuit Bugatti est composé de 7 virages principaux. Le plus difficile est un très léger virage à gauche, ce n'est pas celui-ci. Que les pilotes prennent très rapidement. Nous arrivons ici au raccordement avec Brabham, au raccordement sur le circuit des 24 heures. Et de l'avis de tous les pilotes, ce virage, cette légère courbe, leur pose de très grands problèmes car il s'agit de doser la force du pied sur l'accélérateur et il est arrivé notamment dans les courses de Formule 3, enfin en course en monoplace, que certains pilotes trop fugueux ou trop téméraires sortent et paient d'un accident, une mauvaise estimation de la vitesse à laquelle ils peuvent prendre cette courbe. Nous sommes au virage de la Chapelle. Nous trouvons Hulme au virage de raccordement. Hulme dont l'écart avec son patron et coéquipier Brabham ne varie guère. 40 secondes. Stewart. Et nous arrivons, me semble-t-il, dans cet endroit très difficile, dans ce virage à gauche, que les pilotes prennent à toute vitesse. Nous l'avons passé. Et nous revenons sur le raccordement. Non, nous étions au musée et nous arrivons maintenant justement à ce point le plus embêtant. Vous voyez, le pilote prend tout à fait à droite, il rabat sa trajectoire sur la gauche pour reprendre à droite avant d'arriver aux 3 virages qui précèdent le raccordement. C'est ici que la vitesse des monoplaces est la plus élevée sur le circuit Bugatti, 240 ou 250 km à l'heure pour les plus rapides d'entre elles. Et nous allons à la recherche de Jacques Brabham.
Nous sommes au 72e tour. 7 tours encore donc à couvrir pour les 7 pilotes qui restent en course. Brabham, Hulme, Stewart, Seifert, Irwin, Rodriguez et Ligier. En somme, terminer ce Grand Prix, c'est déjà un exploit, c'est une performance en elle-même. Et les 8 pilotes qui ont été contraints à l'abandon seront sans doute de cet avis, même si leur course était plus prometteuse que certains des pilotes qui sont encore en course. Brabham qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure avec Jean-Pierre Beltoise qui était à ce micro, n'a pratiquement plus à se battre contre personne, sinon contre les 7 tours qui lui restent à couvrir. Sa moyenne a baissé de presque maintenant 7 secondes sur les tours les plus rapides qu'il faisait à mi-course et de plus de 12 secondes sur les tours du début, alors que les Lotus Ford et les Eagle Westlake étaient dans le coup. Alors que l'on nous signale que la voiture numéro 15, c'est la BRM 16 cylindres Chris Irwin, laisse dégager une importante fumée noire. Nous allons peut-être pouvoir le constater. Voici Brabham, ce qui annoncerait peut-être un arrêt au stand, voire un abandon de Chris Irwin. Le titre de champion du monde des conducteurs sera décerné à l'issue des 11 Grands Prix qui comptent pour ce championnat. Voici Guy Ligier. 4 ont déjà été courus, le 5e est en train de se terminer sous nos yeux. Premier Grand Prix de l'année en Afrique du Sud enlevé par Pedro Rodriguez, le 2e à Monaco gagné par Denis Hulme, le 3e en Hollande par Jim Clark. Ce Grand Prix marquait l'entrée en compétition des nouvelles monoplaces Lotus à moteur Ford, entrée fracassante et convaincante puisque Jim Clark, avec l'une de ses monoplaces, enlevait le Grand Prix de Hollande. Grand Prix de Belgique enlevé par Dan Gurney, ces 2 Grands Prix récompensant peut-être les constructeurs qui sont penchés avec le plus d'opportunités sur les nouveaux problèmes. Voici la voiture de Chris Irwin, je vous annonçais la fumée, je crois que ce n'était pas un faux renseignement, vous pouvez le constater vous-même. Énorme fumée, Irwin continue quand même, c'est un panache, un sillage que laisse le pilote de BRM derrière lui. Et le Grand Prix de l'Automobile Golf de France verra sans doute la victoire d'une Repco Brabham. Il faudrait vraiment un coup du sort assez étonnant pour que soit Brabham, soit Hulme soient privés d'une victoire dans ce Grand Prix qui de toute évidence va leur revenir. Voici Brabham. Brabham, Pedro Rodriguez, que Brabham vient de doubler. Seifert. Seifert qui est à 3 tours maintenant de Jack Brabham, l'homme de tête. Guy Ligier qui est à 9 tours. Seul Hulme a réussi à demeurer dans le même tour que son patron. Et les voici d'ailleurs. Denis Hulme, vainqueur du Grand Prix de Monaco, qui est un des pilotes les plus solides, c'est un néo-zélandais. Stewart, qui est aussi à l'aise sur de très grosses voitures, sur des prototypes 7 litres par exemple, qu'il l'est au volant des monoplaces que lui confie Jack Brabham. Jean-Pierre Beltoise, on a vu il y a quelques instants le dégagement de fumée qui panachait la voiture de Chris Irwin. C'est un dégagement de fumée qui peut être ou très grave ou pas grave du tout. Oui, bien sûr, mais je pense, normalement, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'on voit souvent des voitures de course qui fument pendant 10, des fois 20 tours et qui terminent quand même la course. Parce que bien souvent, ce dégagement de fumée, c'est une petite fuite d'huile à côté de l'échappement et à cause des brûlures de l'échappement, ça dégage beaucoup de fumée, mais c'est bien souvent pas très grave. 75e tour bouclé pour Jack Brabham. Il en reste donc 5.
Siffert. La course, malgré peut-être le manque de compétition, est intéressante car à l'issue de ce Grand Prix, comme de tous les autres Grands Prix d'ailleurs comptant pour le championnat du monde des conducteurs, un certain nombre de points en fonction des places sont attribués aux pilotes. C'est ainsi notamment que le premier marque 9 points qui s'ajoutent au total précédent, des points glanés ici et là au cours des Grands Prix précédents. Le deuxième 6 points, le troisième 4 points, le quatrième 3 points, le cinquième 2 points et le sixième 1 point. C'est dire que presque tous les pilotes qui sont encore en course marqueront 1, 2, 3, 4, 6 ou 9 points. Et que si jamais Brabham, voici Irwin et sa fumée, c'est-à-dire que si Jacques Brabham, comme cela me semble maintenant probable, enlève ce Grand Prix de l'Automobile Cup de France, il marquera 9 points, il en totalisera donc 16. Ulm conservera la première place du championnat du monde puisqu'il aura 6 points ici plus les 16 qu'il totalise précédemment, cela fera 22 points. Chris Amon qui a abandonné n'en marquera aucun. Et au classement de ce championnat du monde, eh bien, les deux pilotes de Brabham, Ulm et Brabham, seront en tête. 22 points pour Jacques Brabham, si tout marche bien durant les 5 derniers tours. Et 22 points pour Denis Ulm, si tout marche bien durant les 5 derniers tours. Et 16 points pour Jacques Brabham. C'est un peu un classement dans le désordre, comme diraient les amateurs du tiercé, puisque c'est le coéquipier qui précède le maître et que Jacques Brabham est deuxième. Rappelons que Jacques Brabham, voici Ulm, est champion du monde sortant, un titre mondial qu'il a gagné haut la main l'année dernière, parce que justement, comme nous l'avons dit au cours d'une émission précédente avec Jean-Pierre Beltoise, il avait su aller aux solutions les plus simples et que ces solutions les plus simples réclament sans doute le moins de travail, alors que les autres constructeurs se lançaient dans des constructions beaucoup plus compliquées. Lui, il a pu résoudre ces petits problèmes plus vite que les autres et en tout cas à moindre frais. À propos de Chris Irwin, Jean-Pierre Beltoise, la fumée, c'est toujours pas très grave? Non, je viens d'aller me pencher par-dessus le balcon pour voir la voiture. Non, ça fume énormément, mais effectivement, c'est bien ce que je pensais. C'est pas le moteur qui fume directement par les échappements, c'est de l'huile qui tombe sur les échappements. Donc il suffit simplement que l'huile ne se vide pas complètement, et je ne pense pas, d'après cette fumée qui est relativement peu importante par rapport à ce qu'on peut trouver, je pense qu'il devrait terminer la course. « 77e tour pour Jacques Brabham, il en reste donc 3 à couvrir. Siffert, c'est-à-dire que l'arrivée va intervenir maintenant dans moins de 6 minutes, beaucoup moins que 6 minutes d'ailleurs. 5 minutes à peu près, puisque bien que la moyenne est considérablement baissée, voici Denis Ulm. Les hommes de tête, Brabham et Ulm, bouclent les tours à 1 minute 40 secondes, 1 minute 45 secondes, quelquefois même 1 minute 50 secondes, voici Stewart. L'arrivée aura donc lieu dans moins de 6 minutes. Je rappelle qu'il y avait 80 tours à boucler sur le circuit Bugatti. 80 tours de 4 km 422 et que ces 3 derniers tours vont nous permettre, en guise d'au revoir, de suivre la technique de pilotage que suivent ici les caméras d'Henri Carrier de maître Jacques Brabham, champion du monde sortant, pilote pleine expérience, détenteur d'un métier extraordinaire. Irwin fume un peu moins, me semble-t-il. Toujours une fumée... Ah non, c'est dans la ligne droite, bien sûr. Comme le disait Beltoise, c'est à grand régime que cette fumée se manifeste. Brabham, 2 tours encore.
à Chapelle. Et puis nous allons vers l'autre virage du musée. Nous retrouvons Siffert au virage de raccordement. Ce virage de raccordement est intéressant, est important, car il se peut que l'année prochaine, les voitures des 24 heures du Mans arrivent devant les stands de ravitaillement par ce virage. C'est-à-dire que la ligne droite qui vient d'Arnage et qui relie Arnage au stand de ravitaillement, dans la ligne droite où nous sommes, il y aurait plusieurs virages, un ou deux lacets, et il y aura un raccordement par le circuit Bugatti, ce qui permettrait aux voitures d'arriver à moins grande vitesse dans la ligne droite des stands et qui augmenterait naturellement la sécurité du circuit. Une sécurité du circuit qui a été très bien étudiée cette année, puisqu'à l'issue des 24 heures du Mans, eh bien, je n'ai entendu, nous n'avons entendu, et vous avez entendu sans doute que des éloges pour ce problème épineux, dramatique et essentiel de la course automobile, la sécurité. Toujours cette voiture sur les 15 qui ont pris le départ pour rendre un hommage aux pilotes qui ont dû abandonner au cours de cette compétition. Rappelons qu'il s'agissait de Chris Amon, de Jim Clark, de Graham Hill, de Bruce McLaren, de Dan Gurney, de Michael Spence, de Joachim Rindt et de Bob Anderson, les autres étant encore en course. Dernier tour pour Jack Brabham, véritable tour d'honneur. Cavalier seul. Un tandem formé par Brabham et Hulme. Nouvelle couronne, nouveau bouquet pour Jack Brabham, qui est vraiment un collectionneur. Siffert. Siffert qui est en 5e position. Le classement actuellement: Brabham, Hulme, Stewart, Irwin, Siffert, Rodriguez et Ligier. C'est-à-dire qu'à part Ligier, qui est 7e pour l'instant, tous les pilotes marqueront des points pour le championnat du monde des conducteurs. Jack Brabham, dans ses derniers mètres, que l'hélicoptère de la télévision descend très bas pour suivre cette parade triomphale. « 353 km 760 couverts par Jack Brabham, que voici. Brabham qui est attendu par le directeur de la course, M. Rechel. Brabham, vainqueur du 53e Grand Prix de l'Automobile Club de France. Devant, nous l'attendons, mais cela me paraît maintenant sûr, son coéquipier Denis Hulme. Stewart étant 3e, Siffert 4e. Puis Irwin, Rodriguez et Guy Ligier. On attend maintenant Denis Hulme. Denis Hulme, 2e de ce Grand Prix de l'Automobile Club de France. C'est la 3e fois que Jack Brabham gagne le Grand Prix de l'Automobile Club de France. Il a gagné ce Grand Prix en 1960, il l'a gagné l'année dernière en 1966 et il le gagne en 1967. Le record de victoires au cours des compétitions des Grands Prix de l'ACF est détenu conjointement par Chiron et par Fangio, 4 victoires chacun. Eh bien, il semble que Monsieur Jack Brabham talonne Chiron et Fangio avec ses 3 victoires dans un Grand Prix de l'Automobile Club de France. Et c'est sur cette image de Jack Brabham que nous allons prendre congé de vous en vous donnant le classement officieux de ce 53e Grand Prix de l'Automobile Club de France. Premier, Jack Brabham sur Repco Brabham. Deuxième, Denis Hulme sur Repco Brabham. Troisième,
Jackie Stewart sur...